Раз, два, три. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Gare de l'Est. Aujourd'hui, nous recevons Aline Cateux, doctorante en anthropologie à Lyon 2, dont la thèse s'intitule « Mobilisation sociale et résistance politique à Mostar ou l'utilité du ghetto, le cas du centre culturel Abrašević », sous la direction de Dejan Dimitrijević. Mostar est la plus grande ville de la région d'Herzégovine. Elle est régulièrement et massivement abordée et relayée en Europe occidentale par des stéréotypes habituels, jonglant entre divisions, haine interethnique, tensions communautaires, catholiques versus musulmans, etc., etc. Cette émission s'attachera à déconstruire cette vision essentialiste et essentiellement négative de la ville, filtrée par des fantasmes européens, afin d'éviter de tomber dans le piège de ce que Maria Todorova dénonçait par l'idée de balkanisme, c'est-à-dire vers une alimentation d'un discours qui crée un stéréotype des Balkans et dont la politique est organiquement et étroitement liée à ce discours. Nous vous proposons d'aborder Mostar avec Aline Cateux de manière différente, de parler des gens et de leur lutte quotidienne, plutôt que de ressasser l'éternelle division du pays issu de la guerre, dessinée par la communauté internationale, en évitant de s'attarder trop sur le casse-tête institutionnel, dans la mesure où parler des institutions ne dit pas vraiment quelque chose de la vie des Bosniens, et que ces derniers ne devraient pas être réduits à la division qui semble tant fasciner les étrangers. Pour parler de Mostar, Aline a choisi de porter ses recherches sur le centre culturel d'Abrašević. Nous nous demanderons donc en sa compagnie, que dit ce centre culturel de la ville aujourd'hui et dans son histoire ? Bonjour Aline. Bonjour. Alors pour commencer, pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de ce centre culturel ? Quand est-ce qu'il a été fondé, par qui, pour qui et pourquoi ? Nous parler un peu de la genèse de ce lieu. Oui, alors le centre culturel Abrašević est né en 1926, à Mostar donc. Il a été créé à la suite d'une période de 5 ans des institutions ouvrières, des organismes ouvriers, des syndicats et de tout ce qui était lié au collectif ouvrier et au Parti communiste yougoslave qui avait été fondé quelques années avant. Et du coup, avec la fin de cette période d'interdiction d'organisation collective, à Mostar se fonde ce qui est tout d'abord un club de pratique amateur, mais également beaucoup d'éducation, c'est-à-dire d'éducation politique, d'éducation culturelle, de lecture, etc. Donc, il est fondé par quelques membres du Parti communiste yougoslave à l'époque, qui est constamment soit interdit, soit très étroitement surveillé. Et Abrašević a 2 fonctions. Il a vraiment cette fonction du loisir pour les ouvriers qui travaillent dans les très nombreuses usines, alors pas usines à l'époque, mais fabriques par exemple de tabac, la fabrique de tabac de Mostar qui était la plus grosse d'Herzégovine et qui employait énormément de monde, les mines, etc. Et du coup, il y avait cet accès au loisir, il y avait cette volonté d'éducation. C'est la première institution dans cette Yougoslavie-là qui va dispenser des cours du soir. Et il y a une fonction politique pour le Parti communiste yougoslave, puisque en réalité, on s'aperçoit en regardant un petit peu les archives que donc il y avait 3 départements, si on peut dire, dans Abrašević. Il y avait en gros musique, théâtre, et ce petit département-là qui était mystérieusement appelé déjà médiation culturelle, où ils emmenaient en fait les adhérents, les personnes qui souhaitaient s'investir dans ce collectif, dans des excursions pour marcher, prendre soin de sa santé, etc. Et en réalité, ils recevaient d'abord des cours d'éducation politique, des cours de relations internationales, etc. Et ce département-là d'Abrašević, cette section, servait un petit peu de bureau de recrutement pour la SCOI, donc les jeunesses communistes, et puis le Parti communiste lui-même. Et c'est un lieu déjà très atypique et assez lié au syndicalisme anarchiste du milieu des années 20, qui a donc maintenant 92 ans. Voilà. Comment as-tu connu cet endroit, toi ?
Alors, moi, j'ai connu cet endroit en 2002 lors d'un déplacement avec le label lyonnais, le label de musique lyonnais avec lequel je travaillais à l'époque, qui s'appelle Jarring Effect. On est parti à Mostar organiser un festival itinérant en Bosnie-Herzégovine, en priorité à Mostar, en collaboration avec 2 associations françaises qui travaillaient déjà à l'époque avec une équipe d'activistes mostariens. Donc il y avait l'association Drogimost de Grenoble et puis l'association Guernica de Toulouse, qui organisait déjà depuis 97 le festival interculturel de Mostar, avec l'idée à l'époque, donc c'était assez avant-gardiste aussi d'organiser des événements dans l'espace public à Mostar, qui était quand même une ville à l'époque très très sévèrement divisée dans son espace. C'était extrêmement marqué. Et puis c'était assez novateur, et voilà, j'ai accompagné ce projet, et puis j'ai rencontré l'équipe locale, et puis là il y a eu, ça faisait déjà quelques années que je faisais les choses en Bosnie-Herzégovine, et puis là la rencontre avec l'équipe de Mostarien, c'est un coup de foudre humain en fait, réellement, de ces gens, de l'action de ces gens, de découvrir la ville autrement, etc. Puis au fil des discussions, j'ai découvert que c'était un collectif qui était déjà extrêmement actif, qui menait beaucoup de campagnes, qui organisait déjà beaucoup de choses, et ils étaient un peu à la recherche d'un lieu où pouvoir centraliser leurs activités. À l'époque où on s'est rencontrés en octobre 2002, Abrašević n'était pas encore sur le tapis. L'idée de récupérer ce lieu n'était pas encore là. Mais voilà, fallait un lieu pour centraliser, parce que c'était plus possible de courir d'un endroit à l'autre de la ville pour organiser un concert, un atelier, etc. Puis l'idée d'Abrašević, en fait, est arrivée parce que c'était un lieu totalement emblématique dans la ville, où des générations et des générations de Mostariens et de Mostariennes ont appris le théâtre, la musique, l'accordéon, les marionnettes, fait des fêtes là-bas. Dans cette équipe, il y a nombre de leurs parents qui se sont rencontrés à Abrašević. C'est vraiment, il faut comprendre qu'Abrašević était un symbole et un repère très 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 fort dans la ville de Mostar avant la guerre de 92. Et donc finalement, ça avait du sens de récupérer ce lieu pour en refaire un lieu culturel, et surtout dans le contexte de la division d'après-guerre et de radicalité nationaliste, d'en faire un lieu ouvert à tous, d'autant plus que la ligne de front s'était à peu près arrêtée dans la cour du centre, et que donc il y avait aussi cette symbolique d'être ni à l'est ni à l'ouest de Mostar. Et puis surtout, le passé politique et le passé ouvrier, très lié au mouvement ouvrier du début du XXe, donnait un sens finalement à toute l'action que ce collectif de jeunes mostariens en 2002 voulait mener, ce qu'il voulait faire de ce lieu. Donc voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'ai découvert son histoire en même temps que j'ai découvert ses ruines, ce qui était c'était un moment très très fort, parce que c'est jamais anodin d'aller sur une ancienne ligne de front, surtout que là on est 7 ans après la guerre, et que à ce moment-là rien n'a bougé en fait. Dans les ruines du centre, il y a toujours des douilles de balles un peu partout, il y a toujours des sacs de sable aux fenêtres. C'est un moment, pour moi, la découverte de ce lieu, c'est un moment très fort. Puis derrière, les Mostariens ont mené cette campagne en 2003 pour récupérer le lieu qu'ils ont finalement obtenu après une campagne très 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 intense entre mars et juin 2003. Ils ont récupéré le droit d'occuper le lieu pour 1 an, et puis ils ont fini par obtenir la propriété du lieu par le jeu de différentes lois en fait de restitution des biens après guerre. Et voilà, moi j'ai fini par m'y investir pendant 2 ans entre 2006 et 2008, et finalement d'écrire ma thèse sur le centre. Comment le lieu vit-il en termes d'animation, de financement et de côtoiement en fait? Alors, Abrašević n'a quasiment plus de financement locaux depuis très longtemps, mais internationaux, c'est-à-dire que il y a plus du tout maintenant de financement, de fonctionnement, etc., etc. Ce qui est très dommage, dans le sens où en général c'est de ça que les structures ont besoin. C'est pas tellement de financer un projet, etc. En général, au niveau local, les gens ont un savoir-faire, ils savent trouver leurs partenaires et tout ça. Mais bon, on n'est plus du tout dans cette logique-là de financer un petit peu de fonctionnement, ce qui a été le cas sur les 4
4 ou 5 premières années de la vie en fait d'Abrašević, qui a été financée par Pro Helvetia, qui est une des rares fondations internationales à avoir financé 1 sur le long terme et 2 sur le fonctionnement, ce qui a permis aux gens d'avoir du temps, d'apprendre à travailler ensemble, etc. Mais bon, tout ça c'est terminé depuis 10 ans maintenant. Et donc il y a en partie le bar, qui est un café-bar qui est ouvert en gros de 9 à 1 heure du matin, qui fonctionne très bien et qui finance une partie des activités. Le centre répond à des appels à projets avec parfois bonheur, hein, avec tout le problème aussi que la réponse aux appels à projets implique, c'est-à-dire qu'on répond à des projets qu'on ne pense pas soi. Enfin, évidemment, on les pense soi-même, mais si vous voulez, c'est déjà fléché sur des thématiques, etc. C'est tout le problème des financements internationaux. Donc de temps en temps, il y a des budgets pour certains projets précis qui tombent. Et puis, il y a un dernier financement d'une fondation canadienne, je crois, dont j'ai totalement oublié le nom, qui finance Abraš Media, qui est le portail d'information d'Abrašević, qui est un petit média indépendant. Et voilà, le reste, c'est beaucoup de location de matériel, location de l'espace, etc., etc. Et je pense que le centre, aujourd'hui, doit employer 5-6 personnes qui sont salariées et qui sont déclarées. Alors, ça peut paraître bête de le préciser, mais en Bosnie-Herzégovine, c'est pas tout le temps fréquent. Que les gens soient vraiment en situation légale dans leurs emplois. Il faut comprendre que c'est un lieu qui a réouvert au public il y a 12 ans, qui n'a, malgré les grosses difficultés financières, qui n'a jamais fermé. Hein. Les gens n'ont jamais cédé. Il y a des gens qui sont encore impliqués dans le centre, qui étaient déjà là en 2002 quand je les ai rencontrés. Il y a eu des moments et des années extrêmement difficiles en termes de finances. Il y a eu des mois et des années. Je me souviens notamment d'une année où quasiment personne n'a été payé, ou très très peu. Jamais personne n'a lâché le projet. Donc c'est un projet avant tout, je trouve, qui repose sur réellement la volonté des gens que ce lieu existe et soit ouvert. En termes d'animation et de côtoiement, ça ressemble, alors c'est une ruine, hein, y a ça aussi quand même, c'est que c'est un contexte particulier, la moitié de l'espace est en ruine, l'autre moitié a été reconstruite, donc la salle de concert et le bar. Il y a une programmation mensuelle qui est établie collectivement, qui est très inégale. Des fois il y a plein de trucs, puis des fois il y a moins de trucs, et puis c'est encore une fois aussi parce que ça repose sur l'investissement que les gens veulent bien y mettre, et que l'équipe salariée elle-même s'est tendue quand même à 5 pour faire tourner ce truc. Donc l'équipe salariée elle-même n'est pas en capacité de produire la programmation, de générer des ateliers, etc. Donc c'est souvent assez collectif et de façon un petit peu informelle que la programmation se construit. Mais il y a toujours un DJ, un groupe, des ateliers, des lectures, de la poésie. Là, il commence aussi à se préoccuper un petit peu des générations un petit peu plus âgées qui n'ont plus d'activité finalement pour leur génération. Donc ils ont réouvert, ils ont refait un événement que j'étais tellement dégoûtée de rater, qui s'appelait Kaoneka do Osam. Donc c'était un espèce de petit thé dansant en fait. Du soir, comme ça existait avant, au temps de la Yougoslavie, en tout cas avant-guerre, où les gens se retrouvaient vers 20h pour boire un coup et puis danser un petit peu ensemble. C'est beaucoup des danses à deux et tout. Donc là, c'était super parce qu'il y avait des générations qui ne viennent plus à Abrašević, alors qu'ils ont connu Abrašević et qui l'ont porté dans beaucoup de cas avant la guerre. Donc c'est un lieu très fluctuant, très ouvert, très varié, et qui peut être très actif, comme d'un seul coup, il peut se passer beaucoup moins de choses. Ça dépend de ce que l'équipe est en mesure de faire. Et au niveau du côtoiement, écoute, je sais pas trop ce que tu voulais dire par là, mais si c'est par exemple une référence à la division de la ville, etc., c'est un endroit qui est ouvert à tout le monde, où tout le monde
se croisent, se côtoient. Je pense que c'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles il y a beaucoup de jeunes et de plus en plus qui viennent à Brasevich, dans le sens où justement ces questions de côtoiement, de division, d'ouverture, c'est un des endroits où on n'en parle pas, où ça vient pas sur le tapis, où ça n'est pas la préoccupation, quoi. Est-ce qu'on peut retrouver d'autres centres comme Abrašević dans la ville de Mostar aujourd'hui? Alors non, c'est pas un centre, c'est un centre unique à Mostar, c'est un centre unique en Bosnie-Herzégovine. Il n'y a pas d'autres exemples de centres culturels ou socio-culturels indépendants. Alors quand je dis indépendant, ça veut dire déjà indépendant politiquement, puisqu'il faut comprendre qu'en Bosnie-Herzégovine, la culture est quand même extrêmement politisée et dans les mains de différents partis politiques qui l'ont soit vidé de son contenu, soit qui téléguident quand même pas mal les contenus, mais en tout cas les institutions type musées, festivals, etc. sont quand même en général affiliés à un parti ou à un autre. Donc le centre culturel à Brasevich est totalement indépendant. Alors ça n'est pas la seule initiative indépendante du pays, mais un espace. Ce que j'entends par là dans le fait qu'il soit unique, c'est que ce soit vraiment d'abord un espace, dans le sens du lieu où on peut venir faire des activités qui soient ouvertes à tous. Il est unique dans sa continuité puisqu'il a 92 ans et qu'il n'y a pas vraiment d'autres institutions qui aient cette longévité-là, en tout cas pas à Mostar. Hormis peut-être le football club Velej, qui est un des autres très grands symboles de la ville, mais sur lequel je vais pas m'arrêter là. Donc il est unique dans sa continuité puisque malgré toutes les interruptions qu'il a subies dans son histoire, les fois où il a été interdit par des régimes politiques, interrompu par deux guerres, il a toujours été réouvert et redonné en fait à la ville par un groupe de Mostariens qui s'en est saisi et qui l'a en quelque sorte ressuscité. Mais dans le restant de la Bosnie-Herzégovine, il n'y a pas d'autres exemples. Il y a maintenant un petit centre qui s'appelle le Bazok à Banja Luka, mais que je ne connais pas, où je n'ai jamais été, donc j'ai un petit peu du mal à en parler, mais je suis pas mal leurs activités, ça a l'air très intéressant, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus sur justement la réflexion politique, la réflexion sociologique, philosophique, etc. Ça a l'air d'être un lieu très engagé. À part ça, je vois pas d'autres exemples. Maintenant, à Mostar, il y a beaucoup de différentes institutions culturelles. Il y a notamment beaucoup de théâtre. C'est une forme artistique qui est extrêmement présente à Mostar et avec bonheur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont au théâtre. Il y a toujours, moi je viens d'y passer 3 semaines. Si j'avais voulu, tous les soirs, j'aurais pu aller faire un truc, écouter une conférence, voir une pièce de théâtre, aller écouter un DJ de reggae. Voilà. Mais non, il est unique et dans son histoire récente aussi, puisque ça a été quand même après la guerre. Au moment de la campagne de 2003, il faut bien comprendre que, par exemple, la manifestation du 1er mai 2003, qui était le point d'orgue de la campagne pour récupérer Abrašević, était la première manifestation depuis 92 à Mostar. Et le fait que ce lieu ait été revendiqué, réclamé et obtenu par ce qui étaient au début vraiment des activistes et des gens qui étaient très 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 mal vus en ville, est vraiment un exemple de victoire, d'une mobilisation collective unique en fait. Et est-ce que, du coup, vu qu'il est unique en son genre, est-ce que son champ d'action est essentiellement consacré à la ville de Mostar ou bien entretient-il des partenariats, des collaborations avec d'autres villes en Bosnie ou même à l'étranger? Alors, le centre, non, en ce moment est plutôt consacré à Mostar, si on peut dire comme ça. En tout cas, ses activités sont liées à Mostar et un petit peu plus largement parfois sur le restant de l'Herzégovine. Récemment, le centre a porté un projet qui s'appelait Carte postale sonore d'Herzégovine, donc qui a duré quelques semaines, et c'était vraiment des ateliers itinérants d'enregistrement de sons
d'Herzégovine, qui est en plus une région qui est souvent oubliée, hein. Même quand on parle du pays, on dit souvent la Bosnie. Donc il est essentiellement lié à Mostar. Il y a toujours eu des partenariats avec d'autres villes en Bosnie ou à l'étranger. Alors les partenariats avec les autres villes en Bosnie sont beaucoup tassés parce que justement dans les autres villes en Bosnie, il y a beaucoup d'initiatives qui ont fermé, hein, qui sont arrêtées. Il y a des gens qui sont partis, notamment le centre avait beaucoup de liens avec Banja Luka. Mais il y a beaucoup de ces initiatives qui étaient vivantes à Banja Luka qui sont éteintes. Depuis toujours, il y a des liens même très très forts avec Belgrade. Et puis il y a quand même ces liens avec la France qui remontent à 97 avec la création du festival interculturel, donc avec Grenoble et Toulouse. Alors là aussi, ces liens sont éteints puisque les deux associations françaises sont défuntes. Mais les liens humains, en tout cas, restent très forts. Et puis, de temps en temps, il y a des projets qui se réactivent, mais qui passent plus par les individus que réellement par des institutions ou des associations. Voilà. Après, la priorité, c'est quand même vraiment, vraiment Mostar. D'accord. L'investissement du centre tourne quand même vraiment essentiellement autour de sa ville, quoi. Ok. Alors pour reprendre un peu le sujet de ta thèse sur lequel tu travailles, tu relis Abrašević à la notion de ghetto. Alors ce ghetto, tu l'abordes dans son utilité, c'est-à-dire à travers une acception positive du terme, qui est dégagée de tout un imaginaire perçu comme hostile, négatif, aliénant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu définis par le terme de ghetto ? Alors en fait, pour moi, le terme de ghetto, d'abord, est arrivé dans mon travail de recherche par mon terrain. C'est-à-dire que ça n'est pas moi qui ai pensé les choses dans ces termes-là. C'est simplement que en démarrant mon travail de recherche, en démarrant mon terrain et mes observations, donc mes entretiens, je me suis très 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 vite rendu compte que mes interlocuteurs et mes interlocutrices employaient eux-mêmes le terme de ghetto pour parler d'Abrašević. Ce qui m'intéresse ici, ça n'est pas tellement donc la définition qu'on en donne en général, un lieu fermé d'où on ne sort pas, avec peu d'échanges, avec, comme tu le disais, une connotation négative, très stéréotypée, etc., etc. Mais c'était la façon dont eux l'entendaient, c'est-à-dire en effet un espace un peu enfermant, mais avant tout un espace au milieu d'un autre espace. Donc c'est cet espace au milieu de la ville. Et je me suis également rendu compte très rapidement que mes interlocuteurs et mes interlocutrices, quand ils parlaient de ce ghetto, finalement, il y avait une dimension certes un peu aliénante, dans le sens où, oui, porter un lieu, c'est très difficile, on y est très vite enfermé, c'est quand même un lieu extrêmement atypique dans la ville, donc on se sent vite isolé, donc il y avait cette dimension-là. Et puis, en même temps, il y avait aussi une dimension très, très protectrice. C'est-à-dire, c'est aussi un lieu, c'est aussi un refuge. Il y avait beaucoup cette dimension-là. C'est comme un laboratoire, en quelque sorte aussi. C'est un lieu où on peut exprimer des choses qu'on peut peut-être pas exprimer à l'extérieur. C'est un lieu où on peut expérimenter des façons de faire qu'on ne peut pas expérimenter à l'extérieur. Il y a certes cette dimension au sens où nous, si on dit oh là là, c'est vraiment un ghetto, tout de suite tout le monde va comprendre ce dont on parle. Donc avec ce lieu fermé, aliénant, tout de suite suspect, hein, il y a toujours une dimension suspecte dans la question du ghetto. Et puis finalement, je me suis aperçue qu'avec cette dimension du ghetto où on expérimente des choses, d'où sortent des nouvelles formes, de toute façon, on le sait très bien, en termes simplement de l'histoire, notamment par exemple de l'histoire de l'art, hein. Il n'y a qu'à se pencher sur le XXe siècle pour voir toutes les formes artistiques majeures qui sont sorties de ce qu'on appelle le ghetto. Ça va du jazz au hip-hop en passant par certaines formes artistiques de peinture, de danse, de mode, etc. Donc le ghetto, en termes de production culturelle,
et extrêmement fertile. Donc il y avait cette ambivalence en fait, cette chose de oui c'est un ghetto mais en même temps c'est un refuge. Et finalement ça a donné vite lieu aussi à cette dualité de la même personne dans le même entretien pouvait m'évoquer Abrašević comme un ghetto et comme une oasis. C'est-à-dire qu'il y a, on a beaucoup de mal à sortir de lieu, on a beaucoup de mal à se faire entendre, on a beaucoup de mal à se déployer. Et en même temps, finalement, est-ce que c'est vraiment si grave puisque j'ai cet espace où je peux être moi-même, tenter de faire les choses différemment. Voilà, donc il y a vraiment cette friction hein, entre ces deux termes de ghetto et d'oasis en ce qui concerne le centre. Et puis, si je peux du coup faire une petite minute du coup bibliographie sur la notion de ghetto, il y a le bouquin génial de Michel Dunayer qui est sorti il y a 2 ans, je crois, qui s'appelle Ghetto, The Invention of a Place, The History of an ID. Je recommande chaudement à tous ceux que ça intéresse parce que c'est vraiment un bouquin d'histoire en fait du concept et de l'idée du ghetto qui est extrêmement riche et sur lequel je m'appuie pas mal aussi. Enfin, je me suis appuyée pas mal pour lancer cette réflexion sur ce concept. Alors en 2014, on se souvient qu'il y a eu des grosses révoltes sociales qui ont eu lieu en Bosnie-Herzégovine. Dans la mesure où l'art et la culture apparaissent quand même souvent comme des outils de résistance politique, est-ce qu'il y a eu une effervescence particulière à Abrašević au moment de ces manifestations ? Non, pas du tout. Ces révoltes sociales, d'abord, sont parties de Tuzla, qui est une grande ville industrielle du nord-est du pays, et que ces révoltes sociales sont parties d'abord vraiment de ce qui reste du monde ouvrier de Bosnie-Herzégovine, de gens exploités dans différentes usines, maltraités, pas payés, etc., etc. Et que ce qui a déclenché ces énormes révoltes sociales qui, au départ, étaient des manifestations, ma foi, très paisibles, ce sont des brutalités policières énormes qui ont déclenché ces révoltes dès le lendemain, le 7 février, dans tout le pays. Donc en effet, y compris à Mostar, il y a des milliers de gens qui sont sortis dans la rue, et il y a eu cette explosion de colère, il y a eu des incendies des institutions, voilà, ça a été vraiment très loin en fait dans l'expression, dans l'espace public de ce ras-le-bol, de cette colère, puis sachant qu'en Bosnie-Herzégovine, les gens ont quand même plus tellement d'autres outils à leur disposition que la violence dans l'espace public pour exprimer quoi que ce soit. Parce qu'on est quand même dans un pays qui est violent, corrompu, et qui est violent parce qu'il est corrompu, et non pas violent parce qu'il est divisé, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Le principal problème, c'est la criminalité des élites, c'est pas la criminalité du peuple. Donc, à Mostar, le mouvement a été un petit peu moindre que dans les autres villes parce que à Mostar aussi la répression est toujours plus violente, plus rapide et d'ampleur plus importante. Mais Abrašević n'était pas tellement finalement concerné par ces manifestations, ces revendications des travailleurs. En revanche, c'est là qu'ont eu lieu les plénums, les assemblées citoyennes qui se sont déroulées pendant quelques semaines après les révoltes. Mais il s'est rien passé de particulier, d'autant plus qu'il faut quand même comprendre aussi que le début de ces révoltes, moi je suis arrivée le lendemain des grosses actions du 7, enfin je suis arrivée le 8 en fait, je suis arrivée vraiment le lendemain du début des révoltes. Bon, c'était quand même extrêmement tendu parce que finalement plus personne comprenait réellement ce qui se passait, donc les gens se disaient mais ils vont envoyer l'armée. En fait les gens se sont mis en mouvement et immédiatement après ont essayé d'estimer la forme et la taille et la densité de la répression. Abrašević était un petit peu aussi pareil, hein, il fait pas exception à la règle. Donc Abrašević était aussi un petit peu sur le qui-vive. Il y a eu quelques petites menaces sur la deuxième manifestation à laquelle Abrašević prenait part. Bon, le centre a été fermé quelques heures parce qu'on savait pas trop.
je me souviens de discussions avec l'équipe, voilà, qui se disait mais je sais pas trop, qu'est-ce qu'on fait parce que en même temps la veille ça avait quand même cramé à 40 mètres du centre, donc voilà, personne savait trop ce qui se passait. Mais il n'y a pas eu d'action ni à Mostar ni ailleurs particulière du monde de la culture qu'il peut y avoir d'intellectuels, d'universitaires ou quoi que ce soit était très 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 absents, en tout cas publiquement. Après, individuellement, ils sont beaucoup engagés dans les plénums. Moi, je trouve avec des résultats pas toujours très heureux, parce que je trouve qu'il y a eu quand même une grosse dépolitisation du mouvement. Mais non, il n'y a pas... ça a duré trop peu de temps pour que, de toute façon, il y ait vraiment l'art ou la culture apparaisse, se mêle vraiment à ce mouvement-là, à ce moment-là, quoi. Ok, d'accord. Et toi, tu es revenu il y a une semaine de Mostar environ. Alors, qu'est-ce qu'on fait en ce moment à Brašević ? Alors, en ce moment, on sort à Brašević du festival de street art qui a lieu depuis 6-7 ans, qui est né du centre et puis qui se déroule sur environ un mois dans toute la ville, donc qui est assorti aussi de quelques petits concerts, DJ sets, etc. On réfléchit beaucoup à Brašević en ce moment sur je trouve de l'extérieur comme ça, un petit moment de transition, un petit moment de fatigue aussi, je pense, et un moment où le centre commence à s'interroger sur son fonctionnement, sur le renouvellement de l'équipe, sur comment on s'occupe des plus jeunes qui arrivent maintenant et qui s'investissent dans le centre, et comment on les forme et comment on leur transmet tout ça. C'est des enjeux très difficiles dans la société bosnienne. Ça sera, je pense, un chapitre entier de ma thèse, parce que à l'échelle de la Bosnie-Herzégovine entière, la question des générations et la question de la transmission, que ce soit la transmission du savoir, la transmission de la mémoire, etc., est essentielle, et le centre fait face à ces difficultés aussi. Puis surtout, dans la mesure où il fait 45 degrés à Mostar l'été, on va dire que c'est calme. Il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe des choses un petit peu au ralenti. Moi, je trouve que le centre va très bien, malgré un ralentissement d'activité. En tout cas, le questionnement est là, la réflexivité est là, et c'est des choses aussi, des caractéristiques qui fascine autant en fait dans ce lieu, c'est cette capacité d'autocritique, de se regarder dans un miroir, et malgré la grande précarité, des fois on s'arrête et on se pose des bonnes questions et on essaye de voir comment se transformer et s'adapter et continuer, quoi. Ok, Aline, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Tu as eu des réponses vraiment hyper enrichissantes. Alors, si vous voulez suivre une semaine d'ethnographie en compagnie d'Aline Cateux, vous pouvez vous rendre sur le compte Twitter En Direct du Labo, où Aline nous fait part de son quotidien, de son terrain de recherche pendant la semaine du 18 juin. Donc, il faut scroller et retourner jusqu'à la date du 18 juin pour pouvoir voir ses premiers posts. Vous pouvez aussi suivre son blog, mostarradiography.org. Alors voilà, cette émission est terminée. N'oubliez pas que vous pouvez désormais réécouter tous nos podcasts sur notre nouvelle chaîne YouTube, et en vous souhaitant un très bel été et de vous retrouver tout bientôt pour de nouveaux arrêts Gare de l'Est.